nous allons revenir sur une véritable humiliation diplomatique et pas que nous avons subie hier. Nous, la France, quand deux pays d'Afrique choisissent la Russie plutôt que l'Hexagone, le coup de grâce est venu du Tchad. Regardez ces images. Pourtant, notre ministre des Affaires étrangères était hier en visite à N'Djamena, la capitale. Mais le ministre Jean-Noël Barrot a voulu quand même, juste avant ce voyage, faire quelques déclarations plutôt optimistes. Trop, très certainement. Écoutons-le. Alors que la France et le Tchad entretiennent un partenariat important et ancien, je m'entretiendrai également à N'Djamena avec les autorités tchadiennes. Voilà, alors quelques heures après ce déplacement officiel, publication d'un communiqué que vous allez voir, publication sur Facebook des autorités tchadiennes qui officiellement mettent fin aux accords de coopération, je cite, et de sécurité de défense avec notre pays. On va écouter le ministre des Affaires étrangères tchadien. Cette visite qui est une visite fructueuse, qui renforce nos relations bilatérales à tous les points de vue. Et la France est un partenaire essentiel, mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, le Tchad a mûri, et le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté. Voilà qui est clair. On va revenir bien sûr sur cette chronique d'un divorce annoncé entre la France et l'Afrique. Mais Brandon, cette décision du Tchad n'est pas dans une vague de surprise, on va dire ça comme ça. Le processus était déjà largement engagé et l'éviction de la France d'une partie de l'Afrique enclenchée. Oui, effectivement, bonjour Christophe, ça fait déjà plusieurs années, même plusieurs décennies, que la présence militaire française dans ce pays, le Tchad, et de manière générale, dans cette région du Sahel, est remise en cause. C'est un tournant historique, c'est une décision mûrement réfléchie. Ce sont les mots du chef de la diplomatie tchadienne, quelques heures après une rencontre entre Jean-Noël Barrot et le président tchadien. On remonte un peu quelques années plus tôt dans cette histoire tchadienne, 1960, l'indépendance du pays, comme la majorité de l'Afrique noire, des 14 ancienne colonie française. Et depuis cette date, la France n'a jamais quitté véritablement le Tchad, notamment depuis 1976, avec la signature, cet accord de coopération militaire entre Paris et N'Djamena. Et au fil du temps, au fil des années, la France apporte son soutien aux différents régimes successifs tchadiens, notamment en 1983, avec ces rebelles qui veulent envahir le Tchad, notamment appuyés par les hommes de Mouammar Kadhafi. Vous avez 3500 soldats français qui apportent leur soutien au mouvement et à la capitale N'Djamena. L'effectif français va diminuer considérablement avec le temps. Vous le voyez, 7 ans plus tard, on est déjà sur 1500, 2200 soldats français présents au Tchad. Et après, regardez, depuis 2013, 1000 soldats aujourd'hui encore positionnés au Tchad, notamment autour de la capitale N'Djamena. C'était l'état-major où étaient situées donc ces forces françaises, notamment durant l'opération Barkhane entre 2014 et 2022. Et ça ne bouge pas uniquement au Tchad ces dernières heures en Afrique, mais notamment tout à l'ouest du continent, c'est au Sénégal, puisque la France doit fermer ses bases militaires dans le pays. Le président Diomaye Faye a lui aussi invoqué cet argument de la souveraineté. Aujourd'hui et depuis 2011, vous avez environ 350 soldats français présents aujourd'hui sur le sol sénégalais. Oui, le Sénégal, c'est l'autre problème de la France, on est bien d'accord. Oui, effectivement, c'est l'autre problème de la France. Et alors, si on remonte quelques années plus tôt, ça fait déjà 2 ans que d'autres pays ont dit adieu aux forces françaises sur leur territoire, notamment pour le Mali, août 2022, 9 ans après une présence militaire française et l'opération Serval, notamment pour endiguer cette présence djihadiste et amenée ensuite par l'opération Barkhane. Les coups d'État successifs dans le pays 2020-2021 ont tendu les relations entre Paris et Bamako, et donc le départ progressif donc des troupes françaises. Les derniers militaires sont partis en août 2022. Autre départ, février 2023, quelques mois plus tard. C'est le cas du Burkina Faso, avec 15 ans de présence militaire française. Le départ et les derniers militaires qui quittent définitivement le pays. Le dernier exemple en date, c'est assez récent, il y a moins d'1 an, décembre 2023, nouveau départ des troupes françaises. Il y avait 1400 militaires qui étaient positionnés dans le pays. Et depuis 2022,
2018, vous avez la présidence d'Emmanuel Macron qui noue de nouvelles relations diplomatiques pour ouvrir aussi de nouveaux partenaires. Hier, Jean-Noël Barrot était en déplacement en Éthiopie et vous aviez également l'arrivée sur notre territoire cette semaine du président du Nigeria. C'est une première depuis 24 ans. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent. Merci Brandon. Puis vous parliez tout à l'heure de l'opération Barkhane notamment. Et si derrière l'éviction de nos troupes en Afrique, il y avait une autre puissance. Tout à l'heure, le général Chauvency parlait de ces représailles qui pourraient arriver sur d'autres théâtres de la guerre. Eh bien, on est en plein dedans, mesdames et messieurs. Il y a bien évidemment la Russie. On vous parlait, et Brandon Warrett vous l'a susurré tout à l'heure à l'oreille, de l'autre camouflet. Le Sénégal, c'est pas celui qui fait le plus mal, mais quand même. Hier, il décide d'expulser nos militaires. Le président Diomaye indique que son pays allait devoir fermer l'ensemble des bases françaises, affirmant, je cite, que la présence de soldats français était incompatible avec un pays souverain. Et vous allez voir, il y a pire. Pas de militaires français, pas de base française, mais pourquoi pas des Russes? Évidemment, le partenariat entre le Sénégal et la Russie est un partenariat que nous assumons. Parce que le Sénégal est un pays souverain et se choisit ses partenaires. Nous sommes un pays libre et ouvert à tous les partenariats qui sont respectueux de notre souveraineté, de nos us et coutumes, de nos normes sociales et qui sont mutuellement gagnants. Et ça, c'est le rêve russe ou chinois. Alors après, il y a la réalité et c'est beaucoup moins drôle. Général, c'est la fin d'une histoire. Oui, c'est la fin d'une histoire. Alors le Tchad est un peu surprenant, mais à la limite, puisque de toute façon le président tchadien avait été reçu à Moscou en janvier dernier, semble-t-il, hein, voilà. Le deal était fait. Pas forcément. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que nous avons un ministre des Affaires étrangères qui se rend dans ces pays-là et on apprend dans la foulée qu'on s'en va. Voilà, ou qu'on était expulsé selon les... C'est pour ça qu'on l'a fait dans cette chronologie-là. Vous aviez l'image, vous aviez la déclaration avant en disant tout va bien aller, et à peine dans l'avion, le communiqué en disant la France dégage. Alors je ne suis pas sûr forcément que ce soit les Russes qui soient à la manœuvre ou les Chinois. Je dirais aussi que la politique française en Afrique méritait quand même d'être questionnée. Nous avons des grands principes, nous avons fait la morale à tout le monde. La morale ne fait ni l'économie ni la politique dans ces pays-là. Dès lors qu'on contestait peut-être aussi les régimes en place, qu'on se permettait de faire la leçon, peut-être aussi que ce comportement néocolonialiste peut-être... Le Tchad, on a moyennement fait la leçon quand même. Mais le Tchad, un cas particulier, pouvait indisposer forcément les dirigeants. D'un autre côté, est-ce qu'on avait encore quelque chose à y faire? Alors on est encore en Côte d'Ivoire, on est encore au Gabon pour l'instant, on est à Djibouti dont on ne parle pas, il y a quand même du monde. Maintenant, où sont nos intérêts? Toujours pareil. Quel était notre intérêt dans cette bande sahélienne? Je ne suis pas certain qu'on a eu un intérêt économique. On a peut-être un intérêt face à la migration, oui, sans aucun doute. L'Afrique pour la France, c'est 3% de la croissance, des marchés extérieurs. Donc la question est de savoir est-ce que c'est vraiment utile. Et puis nous avons quand même aussi en France un certain nombre de personnes qui, depuis des années, dans le cadre du Livre blanc, par exemple, qui cherchaient à pousser l'abandon des bases en Afrique. Tout ceci, c'est un chemin qui a fait quelque chose qui a fait son chemin. Donc maintenant, est-ce qu'avec des moyens limités militaires que nous avons, est-ce que notre priorité n'est pas plutôt le front de l'Est, je dirais en Europe, plutôt que l'Afrique, où finalement c'était peut-être un combat retardateur qui n'amenait plus grand-chose? A priori, dans votre analyse, vous venez, Général, de donner un élément de réponse. Mais le Sénégal qui préfère la Russie à la France. Et puis c'est clairement dit. Alors, pendant qu'on parle, on va revoir aussi quelques images, parce que on se souvient qu'en juillet 2023, au Niger, vous vous souvenez, ces images de l'ambassade. Tiens, on va l'écouter, d'ailleurs. Niger, 2023, on est en juillet 2023, on attaque l'ambassade de France. Alors, regardez bien ce qu'il y a sur les pancartes, regardez bien les drapeaux des manifestants.
Magali, jusqu'au drapeau russe accroché sur l'ambassade de France. Alors après, quand même, la France a bien conscience du problème. Et Jean-Marie Bockel, qui est l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron, lui a rendu lundi un rapport justement sur le redéploiement, enfin la fermeture même des bases françaises en Afrique. En tous les cas, là, on voit bien qu'on est en train de changer de modèle et l'armée française en a quand même parfaitement conscience et est en train de travailler à revoir une autre forme de coopération avec la France. Le Sénégal a changé de majorité politique. Ousmane Sonko, Diomaye Faye, on les voit là qui sont... A changé de monde même en fait. A changé de monde après la collaboration avec le président Macky Sall. Là, on a un pouvoir qui aujourd'hui à Dakar, c'est vrai, est arrivé au pouvoir avec un certain discours très souverainiste, populiste, et en plus a fait un véritable carton aux dernières législatives sénégalaises. Donc, se sent extrêmement renforcé. Après, l'idée quand même de revoir la présence française au Sénégal, c'est dans les cartons et c'est envisagé. À chaque fois qu'on discute avec des militaires français qui réfléchissent à revoir cette présence française. On revoit notre doctrine, en fait. Est parfaitement envisagé. Donc le Sénégal, de toute manière, qu'on ferme à Dakar, c'était dans les cartons. Après, on voit bien, évidemment, la façon dont tout ça est mis en scène par le pouvoir politique. La vraie surprise, c'est le Tchad, parce que pour le coup, le Tchad, c'est un maillon extrêmement important, essentiel, justement, après la fermeture de toutes ces nos bases. On les voit, au Niger, au Burkina, c'était vraiment le maillon. Tout ça sur fond de lutte contre le terrorisme. C'est ça le rappeler. Voilà, la difficulté, elle est là, c'est quand même un échec. C'est qu'en fait, le Tchad, c'est la fin d'une période, c'est la fin de la colonisation. Le Sénégal aussi, Burkina, Mali, Niger, Tchad, c'était quand même les pions essentiels pour lutter contre les djihadistes. Et là, il va y avoir un grand vide parce que les Américains sont partis aussi, par exemple, du Niger et vont partir aussi du Tchad a priori. Et là, c'est pour ça qu'on y est, dit Magali Barthès. Et à partir du moment où on ne pourra pas être au plus près du terrain pour observer les mouvements des djihadistes et pour les freiner et éventuellement les empêcher d'attaquer les capitales, comme ça s'est passé au Mali avec le président Hollande, il risque d'y avoir une difficulté. Oui, mais enfin la question, est-ce que c'est bien à nous de le faire ? Oui. À la limite, c'est les gouvernements souverains qui doivent gérer ce genre de problème. Maintenant, on n'a pas réussi à éradiquer les djihadistes parce qu'on a des méthodes qu'on n'a pas utilisées, parce que aussi on a peut-être des limites. C'était pas à nous de le faire. Donc, si les djihadistes commettent des attentats à Paris, ça devient un peu notre problème quand même. Lutter contre les djihadistes, parce que finalement c'est leur problème, ils sont souverains et qui se débrouillent avec. Maintenant, il ne faudra pas qu'on y revienne après. On voit les difficultés que ça leur pose d'ailleurs. Je voudrais juste qu'on accueille Jean-Marc Gravellini qui est avec nous parce qu'on va parler de ceux qui vont nous remplacer avantageusement, disent les Africains. Mais depuis que vous vouliez la parole, je vous la donne. C'est justement ça. Moi, je pense que la vraie inquiétude, c'est pas simplement on va dire la perte de l'influence française, mais Poutine et ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, sur le Twitter de le compte X de l'ambassade russe au Sénégal, on voit avec grande fierté la livraison d'armes russes au Niger. Et c'est ça qui est plus inquiétant encore que une belle photo d'un avion militaire. Exactement. Rempli d'armes à la cale. Il n'y a pas si longtemps, je me demande si c'était pas dans l'émission d'hier où on a passé des images de Wagner qui entraînait des troupes et notamment en Centrafrique. Jean-Marc Gravellini, pour faire suite à ce que disait Elisabeth Shepard-Selam, c'est-à-dire, voilà, regardez ces images de Wagner qui entraîne certaines troupes, on est en République centrafricaine. L'intérêt des Russes qui nous remplacent, je le disais, avantageusement pour le moment, pour les Africains, parce qu'après, que ce soit pour les Russes ou les Chinois, la réalité est tout autre. Oui. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. L'avantage pour Moscou de récupérer ce territoire. L'avantage, il est potentiellement important, évidemment, que ce soit évidemment sur le plan de la présence physique, de la présence armée, de présence militaire, d'une présence politique. Il y a des avantages aussi évidemment diplomatiques.
ces pays, bon, il faut les distinguer. On ne peut pas tous les mettre dans la même catégorie, mais enfin, ces pays sont des alliés potentiels au niveau des Nations Unies, donc il y a aussi cette dimension diplomatique, il y a la dimension économique, il y a des ressources en minerais importantes, au Tchad des ressources en pétrole également. Donc évidemment, si on devait être, si ce processus qu'on a constaté depuis maintenant 2 ou 3 ans, donc au Mali, Burkina et Niger devait s'amplifier, s'étendre, évidemment, il y a pour les Russes, dans ce bras de fer avec les Occidentaux, un terrain d'opération qui peut être potentiellement à leur faveur. Encore une fois, il faut, je pense, on y viendra peut-être, mais distinguer la situation de ces 3 pays du Sahel central et puis de pays comme le Sénégal et le Tchad également. Alors, est-ce que c'est un monde qui change et, j'ai envie de dire, les Russes et les Chinois en profitent ou sont peut-être plus intelligents que nous, la vieille Europe, nous, les anciens pays colonisateurs? Bon, je crois que la donne est complètement différente. En effet, aujourd'hui, elle a été totalement redistribuée dans des pays comme que je citais précédemment, Mali, Burkina, Niger. Et là, réellement, il y a un changement de paradigme, comme on dit. Mais ces pays étaient des pays, pardonnez-moi l'expression, mais à tout point de vue, du fait de la gangrène djihadiste, mais également la situation économique, la situation politique, c'est des pays qui étaient véritablement des maillons faibles dans la zone et qui étaient par conséquent, de mon point de vue, des proies extrêmement faciles pour les Russes, pour les intérêts effectivement des pays qui aujourd'hui s'opposent au niveau planétaire aux pays occidentaux, si on peut dire. Et donc là, ces pays sont tombés dans l'escarcelle russe. Ça se passe pas aussi bien que ça. Bon, c'est une parenthèse, mais il y a des revers importants dans la lutte contre les djihadistes, et les Russes aujourd'hui, je ne serais pas étonné qu'on dise en quelque temps qu'ils sont empêtrés dans cette affaire en Mali. Ils ont subi des revers importants avec en plus des dommages collatéraux très, très importants sur les populations civiles. Donc la messe n'est pas complètement dite. Après, pour le Sénégal, pour le Tchad, pour des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, je pense que la donne est fondamentalement différente. Tout à l'heure, je crois que votre collègue disait que ce processus de retrait des armées françaises, il est aujourd'hui dans les tiroirs, dans les tuyaux depuis au moins, disons, 2 à 3 ans, 2 ans minimum. Et ce changement total de la présence française, mais des caractéristiques de cette présence française dans ces pays devait changer. Il est évident que maintenir des bases militaires, avec plusieurs milliers d'hommes qui sont isolés du reste du pays, c'est quelque chose. On peut le comprendre pour les populations concernées, notamment pour la jeunesse, 60 ans, 70 ans après l'indépendance. C'est quelque chose de difficile à comprendre et à accepter. Et Jean-Marc Gravelli, j'avais juste une toute petite question pour revenir sur un sujet d'actualité dont on parlait hier. Avant, on savait que c'était Wagner qui était le chien de garde, de chasse de Moscou en Afrique. C'est qui aujourd'hui ? C'est ce qu'on appelle, c'est les héritiers de Wagner. Donc l'appellation généralement retenue, c'est l'Africa Corps. Donc avec un parallèle avec les éléments de l'armée nazie sur le continent africain. Donc c'est l'Africa Corps, mais il y a aussi, je pense aussi, une présence militaire, disons une implication peut-être plus directe à travers des instructeurs également. Mais le nom a changé, les principes restent les mêmes. Alors vous restez avec nous, Magali, avec plus ou moins de bonheur, parce qu'il y a ça aussi, il y a la Russie et il y a une autre guerre qui se déroule en Afrique, c'est Pékin contre Moscou, ou Moscou contre Pékin. Mais en fait, ces États africains, de toute manière, sont extrêmement sollicités aujourd'hui. Il n'y a pas que la Russie, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a la Turquie, la Chine, tout le monde cherche à faire du business et à s'implanter. Et c'est vrai que...
Pardon ? Sans nous, en fait. C'est-à-dire que nous qui avions cette position tellement privilégiée, c'est vrai qu'on n'a certainement pas su prendre le changement au vol et qu'aujourd'hui, on se fait, en effet, prendre des parts de marché, évidemment, par la Russie, par la Chine, par la Turquie, et aujourd'hui même, en effet, chasser militairement. Mais encore une fois, on y réfléchit et on l'a anticipé au niveau, en tous les cas, militaire. Et encore une fois, l'idée de revoir notre présence française qui n'est plus adaptée avec l'époque d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose auquel on réfléchit énormément. Juste un mot, Wagner en effet est extrêmement présent, les Russes extrêmement présents par exemple au Mali. Les résultats aujourd'hui, c'est un pays qui reste absolument gangréné par les mouvements terroristes et où la sécurité qui avait été tellement appelée évidemment de ses voeux par la junte malienne, enfin la sécurité c'est pire que tout. Alors regardez juste des images qui nous parviennent. Jean-Marc Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, qui arrive en Éthiopie. C'est l'autre pays, Jean-Marc Gravellini, dont on va se faire chasser. Est-ce qu'il risque de se passer la même chose qu'avec le Tchad hier ? Non, je pense pas. Bon, déjà, on n'est pas présent militairement en Éthiopie. Hein. L'Éthiopie n'est pas du tout dans le champ aujourd'hui de l'action militaire française. Hein. Non. Et puis, encore une fois, moi, personnellement, je pense que dire aujourd'hui que nous sommes chassés du Sénégal ou du Tchad, c'est, de mon point de vue, un peu excessif. Juste un point quand même pour peut-être nuancer cela. Il y a une élection législative à la fin de l'année, le 28 décembre au Tchad, et c'est un moment très important. Le président Mahamat Déby a gagné l'élection présidentielle. Il a besoin, lui aussi, d'une majorité et à l'Assemblée. Cette élection, elle n'est pas simple à gagner. Et je pense qu'il a besoin aussi de donner des gages à sa population et notamment à sa jeunesse. Aujourd'hui, il prend les devants en disant finalement, et dans des termes, j'ai relu le communiqué, extrêmement courtois, soulignant la bonne relation. Et donc, il prend les devants, il annonce ce retrait. Et un retrait qui, du côté français... Je suis désolé. Jean-Marc Gravellini, je suis vraiment désolé, mais on en reparlera certainement parce que le sujet est d'actualité la semaine prochaine. On est juste pris par le temps.